Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est à nos côtés, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Gilles Guibou nous accompagne, le directeur des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Et bienvenue à Nabil Milali qui est avec nous également ce soir, gérant stratégiste au sein des équipes multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir et bienvenue Nabil. Bonsoir Grégoire. Honneur au nouveau Nabil, et cette question autour de la décision attendue de la Fed ce soir. Le consensus prévoit une baisse de 25 points de base qui sera très probablement délivrée par la Réserve fédérale américaine. Quel est le sens chez Edram que vous donnez à cette première baisse de taux, à ce redémarrage des baisses de taux du côté de la Réserve fédérale américaine? Quel sens? Pourquoi faire et jusqu'où? Comme vous le disiez, il n'y a pas de surprise sur le fait qu'il y aura une baisse de 25 points de base ce soir. Ce qu'on surveillera surtout, c'est d'abord les dots, pour savoir quelles sont les nouvelles projections des membres du FOMC. On sait qu'ils anticipaient 2 baisses de taux directeurs cette année. Est-ce qu'ils en intègrent une nouvelle, une troisième, ce qui s'alignerait du coup avec le pricing de marché, et surtout quid de l'année prochaine, là où le marché anticipe 6 baisses de taux directeurs d'ici la fin d'année prochaine. Il sera intéressant de voir si le FOMC reste sur une seule baisse de taux comme c'était le cas lors du dernier SEP, ou s'il faudra en intégrer davantage. SEP, ce sont les projections économiques et monétaires qui sont faites tous les 3 mois par la Réserve fédérale, les équipes de la Réserve fédérale américaine. Exactement. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que ce qui est sûr, c'est que ces dots ne vont pas s'aligner sur les attentes de marché qui sont assez agressives, comme je le disais. Par contre, voilà, et c'est extrêmement rare pour la Fed d'intégrer plus de 2 baisses de taux directeurs l'année d'après. Donc, si jamais la Fed en intègre beaucoup, en fait, ce serait pour nous contre-productif. Ça enverrait un message assez alarmiste au marché. Ça intégrerait probablement un scénario plus pessimiste sur la croissance. Et d'ailleurs, c'est aussi un élément qu'on surveillera dans les prévisions de la Fed. Quel taux de chômage pour l'année prochaine? On sait que Jackson Hole, le discours de Jerome Powell, le principal argument utilisé pour justifier cet ajustement de la politique monétaire, c'est le ralentissement du marché de l'emploi. Quid du taux de chômage qui sera prévu? Il était estimé à 4,5% l'année prochaine. Est-ce qu'il sera revu à la hausse? Ou est-ce que la Fed intègre aussi le fait que le point mort à partir duquel le nombre de créations d'emplois se transforme par une hausse du taux de chômage? Eh bien, ce break-even est tout simplement beaucoup plus bas aujourd'hui. Et donc, même avec un marché de l'emploi plus fragile, il n'est pas nécessaire de relever ce taux de chômage. Comment vous expliquez, Nabil, que le marché anticipe autant de baisses de taux? C'est pas la première fois, hein. Le marché aime les baisses de taux, et donc il y a sans doute une appétence à anticiper beaucoup de baisses de taux. Je me souviens qu'à un moment, on anticipait aussi 7 baisses de taux consécutives de la Fed qui n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui peut expliquer à ce stade que le marché en voit 3 cette année, dont celle qui sera délivrée ce soir, plus peut-être encore 3 autres au cours de l'année 2026? Alors, on sait que le marché a tendance à surréagir dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu des périodes aussi où il n'y avait plus du tout de baisse de taux directeur qui étaient intégrées, typiquement au début 2024, et au final, on a eu ces baisses qui ont repris à partir du mois de septembre. L'autre élément, c'est tout simplement le ralentissement du marché de l'emploi, ces créations d'emplois qui ont été révisées significativement à la baisse. Après 53 mois d'affilée où l'économie américaine a créé des emplois, en fait, avec les dernières révisions, le mois de juin a mis un coup d'arrêt à cette tendance. Et donc, le mois de juin dernier, l'économie américaine a détruit des emplois pour la première fois. Maintenant, on revient à cette question centrale du point mort du marché de l'emploi. Selon les estimations qu'on a aujourd'hui, il est plutôt autour de 70 000 emplois. Et donc, création d'emplois nettes par mois, c'est ça? 70 000, en dessous de 70 000 créations d'emplois, c'est le niveau qui peut faire remonter le taux de chômage. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ajustement annuel que vient de faire l'administration américaine, on a détruit certes 900 000 emplois par rapport à ce qu'on pensait, voilà. Mais dans le même temps, le taux de chômage, on l'a tous vu, l'économie américaine n'a pas vu son taux de chômage remonter sur cette période-là. La consommation s'est bien tenue. Ce qui veut dire qu'en fait, sur la période mars 2024, mars 2025, le break-even avait déjà significativement baissé parce que les restrictions sur l'immigration avaient déjà été introduites sous Biden en amont de la présidentielle. Et donc maintenant, si on est vraiment sur ces niveaux-là, est-ce que c'est nécessaire pour la Fed de faire autant de cuts que pricé par le marché? Il y a un choc d'offres sur de nombreux marchés du travail, avec une participation et une force de travail qui se réduit, et un flux d'immigration qui a été stoppé effectivement aujourd'hui aux États-Unis. Le marché est convaincu que la Fed sera très sensible à ces données d'emploi, beaucoup plus qu'aux prochaines données d'inflation, par exemple, David? Alors oui, clairement, je pense que le marché est effectivement un peu ambitieux dans son pricing de 6 baisses de taux.
même si dans ce pricing, on a aussi la notion de l'indépendance de la Fed, avec Stéphane Mirand, effectivement, qui a pris ses fonctions, qui va plaider pour 50 BP de baisse de taux, qui sera sûrement secondé par Bowman et d'autres, et avec effectivement cette tentative de sortir Lisa Cook du board, qui permettrait de donner une majorité, c'est-à-dire 4 gouverneurs sur 7, pour ensuite éventuellement nommer donc des chefs de banque régionale en février. Tisser sa toile au sein de la Fed, quoi. C'est ça. On sait effectivement que certains mandats vont être remis en cause en février, et donc il y a cette notion de potentielle perte d'indépendance de la Fed. Même si je pense que la Cour suprême, en dernier recours, bloquera Trump dans sa volonté, sa velléité de prise de pouvoir. Après, c'est vrai que on n'est pas à l'aise non plus particulièrement avec ces 6 baisses, parce qu'elles ne sont pas forcément en ligne avec nos anticipations de croissance en fait, et d'inflation pour l'économie américaine d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. On a des destructions d'emplois, mais finalement, la Fed va vouloir apparaître comme proactive, mais finalement, elle est réactive. Et elle entérine le fait qu'on a un marché de l'emploi qui ralentit déjà depuis un petit moment, qui crée des emplois uniquement dans le secteur de la santé, beaucoup d'emplois fédéraux. On va avoir encore un momentum, on a 170 000 destructions d'emplois suite à l'action du Doge, en fait, qui devrait être intégrée dans les prochains mois. Donc on a les tout prochains chiffres d'emploi vont pas être terribles, mais on voit que, indépendamment de ça, l'économie américaine avait du mal à créer des emplois dans l'économie concurrentielle privée, peut-être parce que justement les taux étaient un peu trop élevés par rapport à ce potentiel ces 2 dernières années. Et le dynamisme de l'intelligence artificielle, le boom de CAPEX, a masqué un peu tout quelque ça. part peut-être masqué cette fragilité de l'économie américaine. Et notre point de vue, c'est plutôt de dire que finalement, le point bas, peut-être pour l'économie américaine, a été atteint le 2 avril, après les annonces de tarifs, et que tout ce qui est mis en place, a commencé par le vote du Big Beautiful Bill, là maintenant des baisses de taux, un effet richesse qui joue à plein, on voit la consommation qui sort vraiment bien. Finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir une réaccélération ? On est peut-être déjà en train de repartir. Exactement, et auquel cas, c'est vrai que là, le marché, avec ces 6 baisses de taux, aura peut-être effectivement un réveil un peu brutal à un moment donné, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Quel sens vous mettez derrière cette première baisse de taux attendue de la Réserve fédérale américaine ? La première depuis les dernières, hein. Effectivement, il y avait eu 100 points de base de baisse de taux en fin 2024. Gilles. C'est quelque chose qui vient effectivement acter qu'on commence à avoir, je ne veux pas dire un craquement, mais un ralentissement dans l'économie américaine, notamment sur le front de l'emploi. Sur le front de l'emploi et absolument pas sur le front de l'inflation. Et donc ça, c'est quand même un élément important, parce que ça peut assez vite limiter la capacité de la Fed à baisser ses taux. Donc, et à mesure qu'on baisse les taux, potentiellement, ça peut faire dégringoler le dollar et donc venir avoir un impact sur l'inflation importée. Donc la question, c'est on envoie un signal qui va faire plaisir au marché. La question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour véritablement changer la vie des consommateurs ? La réponse est que 25 bips, ça ne change pas grand-chose. Et donc, il va falloir voir, effectivement, il va être urgent d'attendre un petit peu les dot plots pour savoir un petit peu la direction, de savoir où on va. Et quelque chose de trop agressif. En plus de dispersion, hein. On l'évoquait, on a un board qui commence à être fragmenté, avec des dissidences qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on imagine qu'on va retrouver ça aussi dans toutes les projections qui vont se faire. Et l'inconvénient de vouloir être trop agressif, c'est peut-être aussi le fait de reconnaître qu'on ralentit plus que prévu. Et à ce moment-là, on a quand même une dichotomie qui se fait entre ce que dit le marché des taux et ce que dit le marché des actions. Les marchés actions qui, eux, ne voient pas de ralentissement. Ne voient pas de ralentissement. Alors, on a toujours cette problématique aux États-Unis, c'est qu'en réalité, on regarde le marché américain avec des yeux béats d'admiration. La réalité, c'est quand on regarde aujourd'hui le marché américain, on regarde en réalité les 7 magnifiques qui représentent 35% de la cote, qui sont les sociétés qui sont les plus internationales du marché américain et donc qui profitent sur leurs chiffres de la baisse du dollar, là où ça va peser sur les sociétés américaines. Mais que la réalité, c'est que pour toutes les autres sociétés américaines, la baisse du dollar, c'est plutôt un problème, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intrants qui sont achetés à l'étranger et donc qui viennent peser sur les marges. Et le message, on a eu un certain nombre de conférences
récemment à la rentrée avec les sociétés industrielles. Et le message qu'on reçoit, c'est qu'en réalité, les sociétés sont plutôt à dire, aujourd'hui on est plutôt plus prudent, on n'a pas vu l'impact des tarifs, on commence à le voir, et de deux choses l'une. L'impact des tarifs, soit on le passe aux consommateurs et c'est de l'inflation, et à ce moment-là, on aura un problème pour baisser les taux de manière trop importante, ou alors on ne le passe pas aux consommateurs, et à ce moment-là, ça va être nos marges. Donc, moi j'aurais tendance à vouloir penser qu'on n'est absolument pas sorti du bois, qu'il est encore temps d'être un peu prudent, et que oui, aux États-Unis, on a un truc exceptionnel qui s'appelle les 7 magnifiques, mais qui en réalité viennent polluer véritablement la lecture de l'ensemble du marché, y compris en termes de croissance des résultats par action. Oui, ça distord complètement les analyses, les agrégats qu'on peut regarder. Il y a plus de croissance aux États-Unis, non, il n'y a pas plus de croissance. Non. Si on retraite de ce qui monte, alors c'est toujours pareil. C'est toujours une lecture qui est un peu biaisée, mais la réalité, c'est que ce qui monte, c'est cette société. Et donc, c'est quand même intéressant de faire ce travail d'observation, de dire, voilà, une fois qu'on a retraité ça, le reste de l'économie ne va pas forcément si bien que ça. Alors, ce n'est pas la catastrophe, l'économie tient, la consommation tient. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on observe, et c'est ce que disait Walmart récemment, ils observent tous les jours un down trading. Et on voit bien que, alors il y a l'ultra-luxe qui tient, mais le luxe, on va dire, d'entrée de gamme, est plutôt en train de souffrir pour aller, on va plus sur le monogramme. Oui, ça se polarise. On va plus sur l'entrée de gamme des marques françaises, on va sur du Coach et qui sont ce qu'ils appellent le affordable luxury, qui est une notion. Oui, voilà, le luxe abordable. C'est qui est un peu antinomique. Voilà. Mais oui. Donc un peu de méfiance tout de même. Quel impact on peut attendre de cette baisse de taux et de peut-être quelques autres qui pourraient suivre? Gilles évoquait le point sur le dollar. Nabil, quelle est la vue chez Dram que vous avez à ce stade sur le dollar, qui a déjà, en tant qu'indice, dévissé de 10% depuis le 1er janvier, avec des baisses parfois plus importantes face à certaines devises de référence. Donc il y a l'euro, bien sûr. Je regardais aussi le réal brésilien ce matin, alors qui est une grande devise émergente, certes, qui est souvent considérée comme une des devises les plus faibles au monde. Le dollar, face à une devise réputée faible, a perdu 15% depuis le 1er janvier. Est-ce qu'on arrive à un niveau où quand même il y a un plancher, quelque chose qui peut maintenir le niveau du dollar, ou est-ce que la fragilité est toujours là? Alors on était négatif sur le dollar depuis le début de l'année. On avait à peu près les niveaux actuels en tête. Donc on s'approche de niveaux qui devraient voir plutôt une stabilisation du dollar. Si on s'approche des 1,20 par exemple. Beaucoup est intégré déjà. Exactement. Une bonne partie des facteurs baissiers sur le dollar ont été intégrés. Donc on peut imaginer typiquement un sell de news après la décision de la Fed de faire cette baisse de taux directeur. Maintenant, quand on regarde la vue à long terme, on reste sur des facteurs structurels qui restent importants. Vous mentionniez tout à l'heure la question de l'indépendance de la Fed. Ça sera un thème officieux de la réunion d'aujourd'hui. On va voir les dissidences. Probablement que Miran en sera un. On verra est-ce que Bowman le suit déjà. Et en termes d'impact, ce n'est pas une notion théorique, cette question de l'indépendance de la Fed. Et pas besoin d'aller dans des pays émergents comme la Turquie ou l'Argentine pour le constater. Il suffit en fait de regarder l'histoire des États-Unis. Il y a une étude très intéressante qui essaie de mesurer cette question de l'indépendance de la Fed, et on voit, les chercheurs ont construit un indicateur pour mesurer, on voit très clairement le pic d'ingérence de l'administration sur la Fed dans les années 70, qui est le dernier pic inflationniste qu'on a connu. Donc typiquement, si on en vient à intégrer vraiment une Fed qui serait sous contrôle avec le prochain président de la Fed, ça c'est un facteur qui va continuer de pressurer le dollar à la baisse. Ouais. On a vu quand même là dans un intervalle de temps assez réduit les taux longs redescendre un peu quand même, les taux longs américains. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de poussée au-delà de 4,50 sur le 10 ans américain. Mais je pense que la prise de parole de Jérôme Powell à Jackson Hole avait pour principal objectif de pressurer les taux réels, en particulier à la baisse. Parce que le discours de Jackson Hole, c'est d'admettre que certes, on aura de l'inflation, on s'y attend, on va voir l'impact des tarifs se diffuser petit à petit, mais on va regarder au travers. Il n'a pas utilisé le
terme transitoire, mais voilà, en sous-texte, c'était clairement ça l'idée. Waller l'a utilisé, par contre. Il a dit qu'il était de retour dans la team transitory. Et donc, voilà, de l'autre côté, par contre, on est prêt à faire plusieurs séries de baisse de taux directeurs. Et donc, ça pressure les taux réels à la baisse. Par contre, le marché n'a pas attendu ce discours et encore moins la baisse d'aujourd'hui pour l'intégrer. Donc, en fait, les conditions financières se sont largement détendues aux États-Unis ces derniers mois. Et ça aide l'activité économique, l'économie réelle. Je partage le point de vue selon lequel c'est le point peut-être bas, on est en train de stabiliser sur l'économie américaine. Avec en plus, on le rappelle, en 2026, aux États-Unis mais ailleurs, des années électorales, d'élections de mi-mandat qui généralement génère assez peu d'appétit pour de la consolidation budgétaire à marche forcée. Sur le statut du dollar, où est-ce qu'on en est là? Est-ce que les choses sont à peu près équilibrées désormais en termes de risque, ou est-ce qu'il y a encore un risque baissier important sur le dollar? Alors nous, effectivement, on était négatif dollar et on reste négatif dollar. Je pense qu'il y a encore un potentiel baissier, même si on allait un peu vite. Toujours dans cette histoire un peu politique, c'est vrai que Stéphane Mirand, proche conseiller de Trump, est un fervent défenseur d'évaluation du dollar, puisque c'est comme ça qu'il pense rapatrier l'outil de production sur le territoire. C'est aussi comme ça qu'il pense comment mettre en concurrence quasi déloyale, parce que c'est une guerre de change, des produits importés vis-à-vis des consommateurs. Quid du statut dollar valeur refuge quand même, puisque c'est la monnaie de référence. Et là, c'est vrai que pour l'instant, on a eu une pontification. On a eu pendant un moment, il y a quelques semaines, une hausse des taux, 10 ans, 30 ans. On allait titiller les 5% quand même sur le taux de 30 ans. 30, ouais. On a vu des forces de rappel. Et là encore, quand on réfléchit à tous les mécanismes que l'administration est en train de mettre en place, donc on a commencé par une déréglementation des banques pour qu'elles puissent acheter massivement des treasuries sans coût de capital. On a le stablecoin, qui est quand même une monnaie qui explose et qui a comme sous-jacent le treasury. Et donc, on crée des nouveaux acheteurs. Mais complètement. On crée des acheteurs marginaux qui étaient ou contraints ou qui n'étaient plus présents sur ce marché. Voilà, pour être maître chez soi et se substituer face à d'éventuels créanciers qui boudraient le marché américain. On a aussi une Fed qui pourrait reprendre le QE si c'est nécessaire. C'est peut-être aussi quelque part, à la fois chez Trump et son administration, un aveu potentiel de lucidité ou de faiblesse par rapport à une dévaluation du dollar qui irait trop loin et une remise en question du statut de valeur refuge qui pourrait impacter négativement à la hausse les taux. Donc assurer des garde-fous de cette sorte, ça a du sens. Donc vu comme ça, on ne se met pas en face de Trump, on ne se met pas en face de la Fed, mais c'est vrai qu'on aurait quand même plutôt tendance à penser que ce taux 10 ans à 4% n'a plus beaucoup de potentiel de baisse, et on est toujours à la pontification. Ouais, je comprends. Et aussi parce que on pense effectivement que l'effet richesse joue à plein. Le ratio dette sur actifs des ménages américains est au plus bas depuis les années 60. Le bilan est très bon pour un ménage américain. Il est même question que Trump redistribue une partie des dividendes tarifs douaniers aux consommateurs sous forme de chèques. Donc on a comme ça énormément de boost en fait qui nous rend la proba de récession très fort ralentissement quand même assez le risque peut-être pour 2026, c'est une économie américaine qui surprendra à la hausse par rapport à des attentes qui ont été rabaissées. Et en face de ça, on a pricé déjà énormément de choses 2 secondes par rapport à l'intelligence artificielle, et donc attention aux déceptions potentielles aussi par rapport sur ce segment-là, à ces capex, même si on reste positif à ce stade. On est allé tellement loin sur cette thématique qu'effectivement, il y a aussi cet aspect. C'est ce que je disais en début de semaine dans l'émission, et c'est un calcul qui a été fait par Bruno Cavalier, un de vos confrères chez Oddo BHF. Lui, voilà, il considère qu'il y a 13% de l'économie américaine qui va très très bien, la tech, l'IA, etc. Et donc 87% qui est ou à la peine, voire déjà peut-être en contraction ou en récession d'activité. Vos commentaires, Gilles. Et puis sur l'euro-dollar, si, je sais pas, si un 20 est un niveau ou un objectif réaliste sur l'euro-dollar, est-ce que ça devient un sujet pour nos entreprises, nos marchés actions, comme d'habitude Je ne me risquerai pas de faire des prévisions sur le dollar. On n'est pas très loin. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est que quand on regarde les niveaux de parité de pouvoir d'achat, on est même toujours en dessous. Je crois que le parité de pouvoir d'achat est plutôt sur un 25, si je ne dis pas de bêtises, sous votre contrôle. Donc on pourrait même aller un peu au-delà. Moi, ce que je regarde, c'est l'impact sur les entreprises. L'impact sur les entreprises, c'est qu'on voit qu'effectivement, on avait commencé l'année avec 8% de croissance sur les résultats par action des actions européennes, pour les actions européennes, qu'on va finir l'année proche de zéro, et qu'une grosse partie de
cette révision à la baisse, elle s'explique par les 50% de chiffre d'affaires qui sont faits à l'étranger, donc 25% aux États-Unis, sur lequel on aura baissé sur l'ensemble de l'année, si on prend sur une année pleine, peut-être de 10%. Donc quasiment, on va apprendre. Ok. Je grossis un peu le trait, mais on va avoir fait. Toute la baisse va s'expliquer par ces sociétés internationales. Alors, pas qu'elles aient perdu du business, c'est juste que le fait de rapatrier. C'est un effet d'écriture. C'est un effet d'écriture, donc c'est pour l'essentiel de la translation. Il y a quelques sociétés pour lesquelles c'est de la transaction, et donc là, quand on va choisir nos actions et nos sociétés, on va être attentif justement aux sociétés qui n'ont pas de perte de compétitivité relative par rapport à leurs pairs, et à celles qui ont des effets de transaction et qui n'ont pas la capacité de répercuter les prix. Donc on a cet impact qu'on ne peut pas nier. Maintenant, si on fait les choses correctement et qu'on regarde dans une devise unique, la réalité, c'est que les États-Unis font toujours moins bien que l'Europe depuis le début de l'année. Et donc, pour un investisseur dans une monodevise, pour un investisseur américain, il était toujours plus intéressant d'acheter de l'Europe que des États-Unis depuis le début de l'année. Et si on pense que la dépréciation va continuer, ça reste vrai. Donc la logique de flux peut permettre de penser que le momentum pour les actions européennes, ça fait quelques mois que je parle des grands indices actions en Europe, font plus grand-chose. Il y a eu un très beau rebond en avril, mais c'est vrai que depuis, c'est un peu plus flat. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'aune des résultats des semestriels, on a eu cette révision à la baisse qui s'est opérée, parce qu'en fait, on a pris en compte l'impact de devise, qu'on va voir un peu se poursuivre, parce que c'est très compliqué pour les analystes de l'anticiper. Et donc là, ils l'ont matérialisé en le projetant sur la fin d'année, parce que les entreprises nous ont aidés à le faire. Il faut quand même avoir en tête que sur la deuxième partie d'année, l'impact de devise sera plus important qu'au premier semestre. Oui, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage, semestre sur semestre. Donc, mais les analystes l'ont appréhendé un peu à l'occasion de ces résultats. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, à mesure qu'on avance, on a la perspective de l'impact du plan allemand, qui est quand même massif, on en a parlé suffisamment, qui va venir soutenir la croissance des sociétés européennes, essentiellement, il faut espérer en tout cas. Et donc ça, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu des révisions de croissance, de perspectives de croissance de PIB en Europe pour l'an prochain. Et ça, normalement, ça devrait ruisseler sur les autres économies européennes. On rencontrait il n'y a pas très longtemps une des grandes banques italiennes, et leur perspective de croissance pour l'année prochaine, de manière assez intéressante, c'est qu'ils ne sont pas du tout sur une récession. En nominal, ils sont sur une croissance du PIB entre 2 et 3%. Donc on est bien loin de la Pour l'Italie ? Pour l'Italie. Donc si c'est le cas, ça veut dire... Vous citiez les Mag 7 tout à l'heure, mais là aussi je parle sous votre contrôle. Gilles, le secteur des banques européennes en Europe fait mieux que le Nasdaq depuis mars 2020. Tout à fait. Pas sur 1 an, pas sur 2 ans, sur 5 ans maintenant. Il reste attractif. Et ça reste attractif. Et donc, tant qu'on n'a pas de perspective de récession, on a des perspectives de retour de capital qui peuvent être... Est-ce qu'on peut, alors désolé pour la question un peu franco-française, mais le CAC 40 parmi les indices européens reste un grand indice. En retard par rapport à ses pairs, le choc politique a quand même cassé quelque chose en termes de dynamique pour notre indice. Est-ce que, est-ce qu'il y a un potentiel de rattrapage pour le CAC ? Est-ce que c'est un bon pari de remettre peut-être un petit peu d'intérêt sur un indice français comme le nôtre, David ? Alors, tactiquement, il y a sûrement un rattrapage. Si on en croit les niveaux de spread sur le marché du crédit des corporates françaises, on n'a pas eu d'impact d'émission de Le verrou. souverain est pénalisé. Les entreprises françaises, non seulement ne sont pas pénalisées, mais elles sont plébiscitées par les investisseurs. Alors, en tout cas, sur la partie crédit, sur la partie action, un peu moins, parce qu'on avait déjà une sous-performance qui se maintient. Mais on voit que, effectivement, le downgrade de Fitch n'a pas eu d'impact sur le CAC. Il a même rebondi, je crois, d'1 ou 2% la journée de downgrade. Et effectivement, c'est déjà pricé, quoi. Enfin, on a des PE attractifs. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai quand même du mal à penser que niveau OAT, on aille autre chose que autour de 70, 80 et même plutôt 80 d'ailleurs. Je pense qu'on a un problème de croissance en France. On a clairement décroché par rapport à l'Union européenne. On a 25 points de dette sur PIB supplémentaires alors qu'on était en 2015 au niveau de l'Union européenne. Depuis 2000, je crois que c'est le seul pays de la zone euro qui a vu son niveau de dette sur PIB augmenter. Même l'Italie a réussi à contenir cette ça a été une série de downgrades. En fait. On était triple A, on est simple A+. Et
Et c'est surtout qu'il y a une instabilité politique et on se demande vraiment comment on peut trouver une solution à court terme. Donc, même si nos fondamentaux macrofinanciers justiraient, on va dire, 70 de spread, on est à 80 puisqu'on a 10 BP liés à des crises sociales, liés à une incapacité à prendre les vraies décisions, à la fois d'un point de vue croissance, qu'est-ce qu'on fait en France à horizon 10-20 ans pour croître, et au niveau réduction des dépenses et pour améliorer ces ratios. Donc voilà, je ne suis pas particulièrement positif sur la situation. Pas envie d'être agressif sur un call CAC 40 pour un rallye de fin d'année sur le CAC. Vous connaissez très bien l'Italie aussi, Gilles. Enfin, est-ce qu'on se retrouve un peu dans la situation italienne d'il y a 20 ou 30 ans avec une instabilité politique récurrente à laquelle, j'imagine, les entreprises italiennes ont fini par s'adapter. Je sais plus combien on avait compté, 70 gouvernements depuis l'après-guerre. Ça se calme un petit peu depuis quelques années. Elles se sont adaptées. Après, je suis toujours dubitatif. Alors, il y a une part de vérité. On peut pas nier l'impact de l'incertitude politique à court terme sur un indice. À plus long terme, je suis un peu plus dubitatif. Parce qu'en réalité, ce qui fait surtout la performance de l'indice, c'est sa structure. Le marché italien, aujourd'hui, c'est 40% de bancaires. Ouais. Pourquoi c'est la meilleure perf? D'accord. Pourquoi c'est la meilleure perf aujourd'hui et cette année? Parce que les banques... En France, les gros poids de l'indice, c'est du luxe. Le luxe est en panne depuis 3 ans. Depuis 2 ans. Et la performance... C'est pas la faute de Macron. Enfin, non, mais... Voilà. Et c'est pas les problèmes internes. Oui. Donc... Même si on ne peut pas nier l'impact sur certaines entreprises parce qu'elles sont plus exposées à la réglementation, celles qui ont des concessions. Quoi. Puis la trajectoire budgétaire fait qu'on va aller chercher de l'argent ici et là, etc. Et qu'elles sont victimes de ce code postal en partie. Mais je comprends. Mais d'une manière plus générale, même au pire moment de l'Italie, même quand on était proche de l'explosion sur la Grèce ou sur l'Espagne, si on était dans l'ordre Coca-Cola Bottling pour la Grèce, Luxottica pour l'Italie et Inditex, et vous regardez ce qui s'est passé, on n'a rien vu. Vous n'avez pas vu la crise. Et donc là, si le sort du CAC dépend de quelques poids lourds du luxe, qu'est-ce qu'on peut dire après 3 ans de panne de ce secteur, Gilles? Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que ça reparte là, ou au contraire la question, c'est revenir sur aujourd'hui. On a rebasé un tout petit peu les attentes. On commence à avoir des effets de base qui sont un peu plus positifs. Et donc la question, la question qu'il faut se poser, c'est le consommateur. Donc on en revient au consommateur et du consommateur global. Alors en Chine, visiblement, je voyais aujourd'hui, on commence à avoir peut-être des premières révisions à la hausse des perspectives de croissance. Je crois que c'est Goldman aujourd'hui qui a révisé à la hausse sur la Chine. Sur les US, on ne sait pas encore de quel côté va tomber la pièce. Et en Europe, tant qu'on n'est pas dans la récession, voilà, une fois qu'on aura rebasé les effets, ça va redevenir attractif parce que ça rouvre un potentiel de bonne surprise, quoi. Parce que les mécanismes qui sous-tendent la surperformance du luxe depuis plusieurs dizaines d'années, c'est toujours les mêmes. D'accord. Et celle-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit remise en cause parce que c'est une façon de se faire plaisir, une façon de se distinguer. Et tant que l'homme reste homme. D'accord. Après, c'est une question de positionnement, entreprise par entreprise, franchise par franchise, etc. Mais globalement, le secteur du luxe, je suis pas sûr que les tendances sous-jacentes sont toujours là. Il faille complètement les remettre en cause. D'accord. Ça nous amène à dire un mot des émergents aussi. Alors, quand on dit émergents, on pense bien sûr à la Chine, Nabil, mais c'est vrai que globalement, dans les performances à 9 mois, là, on voit des indices émergents qui se comportent bien, qui surperforment. Et c'est rare. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas vu ça. Et visiblement, dans la sphère émergente, on a aussi la Chine qui est, je parle encore une fois des marchés boursiers, qui devient ou redevient une forme de locomotive, malgré tout ce qu'on peut entendre, évidemment, sur l'économie chinoise. Et les dernières données en début de semaine confortaient encore un certain nombre d'économistes dans l'idée que la Chine, macroéconomiquement parlant, n'était pas sortie de l'ornière encore. Alors effectivement, on est positif sur la dette émergente en particulier parce que le contexte macro redevient particulièrement favorable. Le fait que la Fed rouvre de nouveau un cycle d'assouplissement monétaire, le dollar qui reste avec des facteurs structurellement baissiers, c'est un facteur très positif pour les émergents. Et comme vous le disiez, la Chine, effectivement, il faut clairement faire la distinction entre l'économie chinoise et les marchés d'actions chinois. L'économie chinoise reste à la peine. On l'a vu dans les dernières statistiques qui ont été publiées,
que ce soit sur les ventes au détail ou sur la production industrielle. On voit que les ventes au détail qui avaient surpris positivement en début d'année, une fois qu'on réduit un petit peu les aides aux ménages, tout de suite, la consommation pâtit de nouveau. Sur les exportations aussi, on a un trend au ralentissement petit à petit. Alors, c'est surtout le cas des exportations vers les États-Unis, mais pour l'instant, c'est bien compensé par des stratégies de contournement, typiquement des produits qui sont envoyés vers d'autres pays asiatiques en particulier. Et surtout, en fait, on a toujours l'impression que bad news is good news en Chine, dans la mesure où systématiquement les investisseurs réintègrent davantage de soutien de la part des autorités. Alors on n'attend pas un soutien massif d'un plan budgétaire de stratosphérique, mais il suffit qu'ils continuent de mettre les moyens pour stabiliser la croissance, pour que les marchés financiers réagissent positivement. Et enfin, la consommation des ménages ralentit, mais on voit aussi ce qu'on voit aussi dans d'autres pays, une allocation de la part des Chinois vers des placements boursiers qui sont de plus en plus importants et donc qui aident aussi un facteur flux qui n'est pas à négliger totalement. Et plus globalement sur toute la classe d'actifs émergents, et en particulier sur la dette émergente, on voit des flux qui commencent à être très puissants de retour des investisseurs, des retours assez massifs vers cette classe d'actifs. Sur les actions chinoises, alors il y a l'aspect domestique effectivement avec des flux internes qui se réorientent sans doute aussi après la crise de l'immobilier en Chine, bien sûr. Est-ce qu'il y a un effet technologique? C'est-à-dire que c'est aussi la prise de conscience que la Chine devient une puissance technologique, alors égale, équivalente, bientôt équivalente à celle que représentent les États-Unis. Quand on voit la décision de Pékin de recommander fortement à ces groupes technologiques de se priver des équipements ou des puces Nvidia, est-ce que ça veut dire que la Chine est prête à un découplage encore plus profond technologique avec les États-Unis? En tout cas, ce qui s'est passé ce matin, c'était très intéressant parce que l'annonce de l'interdiction pour les groupes chinois d'acheter ces puces Nvidia, finalement, ça s'est traduit par une surperformance très importante du Hang Seng Tech par rapport au reste de la cote, une surperformance de près de 3% ce matin. Ça montre bien que dans l'esprit des investisseurs, aujourd'hui, les groupes chinois peuvent se passer de ces puces. Alors, c'est les puces les moins performantes de Nvidia, bien sûr, mais en tout cas, il y a visiblement des progrès technologiques qui permettent en tout cas d'avoir cette confiance-là dans les groupes technologiques chinois. Le résultat ont été plutôt bons ces dernières semaines et on voit, oui, globalement, la thématique d'une confrontation technologique entre les groupes chinois et les groupes américains s'imposer comme thématique de marché. Et d'un point de vue valorisation, par contre, il n'y a pas photo. D'un côté, les valorisations américaines qui sont à des niveaux très élevés, la Chine continue d'accuser un petit peu de retard. C'est un bon arbitrage, c'est même une stratégie même de couverture, parce qu'on doit avoir de la tech américaine, j'imagine, dans un portefeuille global, David, mais mettre un peu de tech chinoise, ça permet de couvrir aussi certains risques peut-être qui pèsent sur la tech américaine en raison de ses valorisations, par exemple. Alors oui, clairement, ils ont leur instant DeepSeek. C'est vrai. Ça a commencé l'hiver dernier, ça se prolonge. Le 20 janvier dernier, le jour de l'investiture de Donald Trump, c'était aussi le moment DeepSeek. Et ils ont tout intérêt, y compris les autorités, puisqu'en fait, c'est un substitut à l'effet richesse au niveau de l'immobilier. On voit qu'il y a clairement une surcapacité immobilière. Donc en fait, les épargnants, puisqu'ils épargnent pour leur retraite, se détournent de l'immobilier pour aller jouer ces marchés actions sur des valorisations attractives et effectivement une technologie qui est bien présente. Et je pense à un régime chinois qui est prêt à accompagner en fait ce momentum de intelligence artificielle en Chine. Donc, ils sont plus dans l'idée de mettre la tech ou certains segments de l'économie privée au pas, comme on a pu le voir dans la période Covid. C'est-à-dire que c'est plus, c'est plus cette idée-là. Enfin, en tout cas, effectivement, ils reviennent un peu. La prospérité commune, ça passe aussi par des groupes technologiques qui sont capables de tenir leur rang, quoi. Alors, tout est relatif avec le Xi Jinping, mais effectivement, on sent qu'il revient un peu sur cet aspect pour l'animal spirit de marché qui joue à plein et qui est peut-être une façon pour eux de sortir par le haut, parce que c'est vrai, comme ça a été dit, au niveau production industrielle, conso, chômage, exportation, moins 30% d'exportation par rapport aux US. Ils ont des surcapacités, ils ont une déflation dans le secteur auto, puisqu'en fait, les jeunes pousses se font manger tout cru par les constructeurs en place. Donc, on voit qu'il y a quand même des gros challenges sur cette économie chinoise. Ça, étant donné qu'ils sont quand même niveau technologie et innovation assez à la pointe sur cette intelligence artificielle, il y a effectivement quelque chose à jouer de ce point de vue. Et plus généralement sur la thématique émergente, oui, la Fed va reprendre la base des taux, ça va permettre aux banques
centrales émergentes également de suivre le mouvement pour des valos finalement et des croissances de PR qui sont complètement correctes par rapport à ce qui existe sur le marché actuellement. Donc c'est une bonne diversification. Ensuite, l'émergent cyclique asiatique peut bénéficier à plein d'un rebond de la croissance globale et de ces baisses de taux. Donc oui, pour le long émergent, à la fois dette et action d'ailleurs. Après, on peut diversifier aussi. Donc je rejoins l'idée comme quoi de long Europe, notamment sur les compartiments qui finalement calent un peu, alors qu'ils ont encore pas mal de potentiel, comme les MDAX, les petites et moyennes et petites capitalisations. Tout ça, ça met du temps à se mettre en place, et qu'il y a quand même un facteur en Europe, moi, qui me dérange, c'est que c'est quand même très dépendant de la consommation donc de la confiance, et l'instabilité politique et géopolitique, parce qu'on ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine. Il y a un petit sujet de demande intérieure. Il y a un vrai sujet de demande intérieure. Oui. Là où, effectivement, pour les Américains, on a l'impression que c'est pas trop le sujet. Ouais. Donc, mais oui, long Europe en diversification, et notamment sur ces compartiments-là. Oui, bon, sur les small et mid cap, alors européennes et même peut-être spécifiquement françaises, parce que ça a été un des mouvements aussi de début d'été, un espèce de réveil un peu brutal, qui montre aussi d'ailleurs les niveaux de valorisation qui ont peut-être été atteints sur cette classe d'actifs. On avait vu qu'effectivement les mid-cap allemandes avaient réagi avant les autres, un peu dans la suite de cette envolée du marché allemand, et que les autres pays étaient restés complètement à la traîne. Alors, j'ai pas en tête le chiffre pour les small cap françaises, mais je l'ai pour les small cap italiennes. On a plus 50 sur les small cap françaises à peu près. Plus 50 depuis le début de l'année. 50% pour un indice CAC Small, je crois. D'accord, parce que sur l'Italie, sur l'indice Star, on était encore, à fin du mois dernier, on était encore à 6%. D'accord. Qu'à 6% par rapport à un marché italien qui était plutôt à plus 26. Donc, en fait, les small cap italiennes avaient plutôt eu tendance à rester en retrait. Et donc, on n'a pas eu encore cet engouement. On a vu effectivement une accélération au cours de l'été. Là aussi, je pense que c'est lié aussi à des éléments de structure, parce que dans le CAC Small, on a quelques sociétés. Abivax, Exail. Non, mais on en a parlé hier avec un gérant qui était très content d'avoir eu du Abivax en portefeuille quand il fallait en avoir. Donc, on n'a pas eu. bien parlé. Il n'y a pas forcément eu tout ça sur. Pas un rallye général encore. C'est pas un rallye général. Et donc, effectivement, on a une partie du marché qui reste en retrait et qui devrait profiter effectivement d'un contexte où les taux sont un peu plus bas et où on a effectivement un retour de l'appétit pour le risque, et avec des valorisations qui restent quand même en décote toujours par rapport aux marchés principaux. Et pour des niveaux de croissance, parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a des niveaux de croissance par action qui maintenant sont de nouveau en ligne, voire légèrement supérieurs aux plus grandes capitalisations. Donc il n'y a pas de raison nécessairement de rester en retard, surtout que normalement on n'a plus peur de la moindre liquidité, puisqu'on a cette folie pour les liquides. Vous faites la transition pour mon dernier quart d'heure qui arrive, qui va nous ramener dans l'univers non coté. On va parler d'infrastructure, donc ce sera un peu différent comme sujet. Tiens, juste si garder la parole, alors c'est pas la question de la liquidité en tant que telle, mais c'est la question des standards et des réglementations boursières que Donald Trump remet sur le devant de la scène. C'est pas un sujet nouveau, mais la question de la tyrannie des trimestriels. Est-ce que c'est une bonne chose pour déployer sereinement des stratégies d'entreprise qui nécessitent parfois des horizons de moyen long terme? Alors, j'ai jamais compris personnellement quel pouvait être l'intérêt, quand on veut être un gérant de moyen long terme, d'avoir des résultats trimestriels. Donc, repasser sur quelque chose d'un peu plus posé, où on prend le temps d'analyser les sociétés. C'est pas Nvidia, c'est bien qu'on ait des résultats tous les 3 mois quand même. Ce serait dur si on avait des résultats d'Nvidia tous les 6 mois ou tous les ans. Je pense qu'effectivement... Il y a des boîtes qui méritent quand même. On regarde un peu... mais ça crée de la volatilité, ça crée énormément de volatilité. Mais de la même façon que avoir des horaires de cotation ultra élargis, si on pense qu'un marché, à un moment donné, c'est un endroit où on doit confronter l'offre et la demande, au plus on élargit les heures de cotation, au moins on a de chances de confronter l'offre et la demande. Donc, je ne suis pas complètement convaincu. Une forme de course en avant, là, vous dites, de fuite en avant. Je peux comprendre pourquoi il peut y avoir des intérêts, mais d'un point de vue de l'investisseur, ça crée de la volatilité. Les trimestriels ou pas? Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Effectivement, le problème, c'est quand les managements doivent respecter des objectifs trimestriels et finalement, aux dépens
des vraies décisions stratégiques, que ce soit recherche, développement, CAPEX, etc. Donc là, il y a un Ça, sujet. c'est le travail de communication qu'ils ont à faire avec le marché, avec les analystes, avec ces gens-là, Voilà, donc, d'une certaine manière. mais il y a quand même une histoire de transparence, et quand vous dites moins de volatilité, j'en suis pas forcément convaincu, parce que ne pas avoir de résultats pendant 6 mois, ça peut créer soit des manipulations de cours, et c'est pour ça que les États-Unis en 1970 sont passés au trimestriel, soit effectivement des gros décrochages. Je pense qu'il faut, dès qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être communiqué, on Oui. s'adresse au marché, Ouais. quel que soit le. Oui, mais ça timing. nécessite pas, du coup, ça nécessite pas nécessairement Une fréquence une fréquence trimestrielle. Voilà, donc un besoin de transparence sans forcément qu'il y ait une fréquence trimestrielle. Bon. Tout à fait. On verra ce qu'il advient de ce débat qui n'est pas nouveau, effectivement, et Donald Trump avait déjà eu cette proposition, je crois, à l'occasion de son premier mandat. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guibou, responsable des actions, directeur des actions européennes chez AXA IM, David Belloc, gérant stratégie chez Mirova, et Nabil Milali, gérant et stratégiste au sein de l'équipe multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management.